Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque vendredi à partir de 20h. Encre et Plume. Vendredi 24 mai 2024, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans Encre et Plume, votre magazine à thématique littéraire et scientifique. Et si l'on parlait de lieux emblématiques, de Kinshasa et leur appellation, de Léopold en passant par Zaïre jusqu'en République démocratique du Congo, plongés dans un siècle de batailles idéologiques à travers les toponymes à Kinshasa. Le professeur Claude Moukeba Kodesha est l'invité du jour. Bonsoir professeur et bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir madame, et merci pour l'invitation. Son œuvre, Nommer et renommer les lieux, est sujet d'actualité. Comme à l'accoutumée, qui est l'auteur, que fait-il biographie? Alors, on va dire assez brièvement que je suis Claude Moukeba. Je suis enseignant à l'IFASIC, où j'ai aussi des responsabilités des canaux. Je suis vice-doyen en charge de la recherche. Voilà, globalement, je suis attaché à l'UNISIC, j'allais dire, mais aussi à travers la République dans quelques universités où j'interviens comme un professeur visiteur, voilà, globalement. Et à présent que nous connaissons qui est l'auteur, découvrons son œuvre. Résumé. Encre et Plume avec Katia Devel. Chaque samedi à partir de 20h10 sur B1 FM. Nommer et renommer les lieux. Un siècle de batailles idéologiques à travers les toponymes à Kinshasa. Le pouvoir nomme les lieux à son image en République démocratique du Congo comme ailleurs, hier comme aujourd'hui. Cet ouvrage scrute les phénomènes à travers l'histoire de la RDC. Depuis l'État indépendant du Congo en 81 jusqu'en 1998, en passant par l'administration belge de 1998 jusqu'en 1960, l'autorité coloniale a procédé aux rétoponymisations, puisées dans l'histoire et la culture occidentale. Après l'indépendance, certains toponymes ont été changés sur le fond d'une ferme volonté de congolisation en 66. Un mouvement poursuivi et formalisé à la faveur du retour à l'authenticité, trouvaille du régime en 71. En 92, la Conférence nationale souveraine révisite la toponymie dans un esprit révisionniste. En 98, la commission urbaine mise en place par le nouveau pouvoir complète cette Conférence nationale souveraine. Ses fondants sont un outil théorique et méthodologique qu'il forge à partir de l'analyse sémique. L'auteur objective la chaîne de rétoponymisation opérée à Kinshasa par les différents pouvoirs avec pour ambition chaque fois de recréer un nouvel ordre de signification. Ensemble de noms de lieux, la toponymie, éternel enjeu pour les détenteurs du pouvoir, participe de la communication politique. Par la topomisation, l'autorité politique transmet une idée à travers la toponyme à l'intention du locuteur pour susciter une attitude et un comportement. Voilà. Ça donne tellement envie de l'explorer. Et sans plus tarder, nous allons entamer avec cette première question. Professeur, on vient avant tout comprendre les termes toponymie. C'est quoi la toponymie? Alors, toponymie veut dire deux choses. Toponymie signifie ensemble des noms des lieux, qu'on appelle autrement les noms géographiques. Les noms pour identifier des lieux, c'est ce qu'on appelle les toponymes. Et l'ensemble des noms dans un quartier, d'une république, d'une commune, c'est ça qu'on se considère comme la toponymie de la commune, la toponymie du quartier. Mais la toponymie, c'est aussi une sous-discipline de l'onomastique. L'onomastique, c'est une discipline scientifique qui a pour objet les noms propres. Et donc, les toponymes sont considérés comme des noms propres. Voilà un peu.
ce qu'on peut entendre par toponymie, ensemble des noms géographiques, mais aussi une discipline scientifique. Et donc, la toponymie participe-t-elle à la grammaire de mise en scène en République démocratique du Congo ou ailleurs? Oui, je veux dire, participe de la grammaire de mise en scène du pouvoir, parce que, Du pouvoir en place. bien entendu, donc vous voyez, le livre était de scruter les relations entre les pouvoirs et les noms des lieux à travers une espèce d'analyse des idéologies au travers de ça. Donc, tout pouvoir essaye, à travers les toponymes, d'organiser sa mise en scène. On peut, à travers les noms des lieux, reconnaître un pouvoir à un certain moment donné. Vous observez aujourd'hui, et j'entends souvent les discussions, qu'on a changé tel nom des lieux. Il n'y a pas longtemps, on disait qu'on avait changé le nom de Willery, qui a changé d'ailleurs, qui s'appelle maintenant Démocratie, mais les gens continuent toujours à l'appeler Willery. Mais on l'a changé il n'y a pas longtemps, Étienne Tshisekedi. Vous voyez, il y a quelque temps, on n'aurait pas imaginé qu'un nom porte le nom d'Étienne Tshisekedi. C'était inimaginable. Donc, le fait qu'on donne ce nom aujourd'hui, ça participe, ça montre un peu dans quel régime nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'appelle la participation de la toponymie à la mise en scène du pouvoir d'un régime, voilà, d'une société. Donc, c'est une façon pour chaque régime de marquer son temps? Bien entendu. Donc, chaque régime essaye, par d'autres supports, mais aussi la toponymie, à marquer son temps. Le pouvoir a deux types de leviers pour se faire accepter. On a des appareils coercitifs, ça veut dire les lois, les institutions, mais on a aussi des appareils idéologiques. Et ils paraissent un peu plus subliminaux et arrivent à faire accepter un pouvoir à travers l'idéologie. Et la toponymie participe éminemment de ces appareils idéologiques. Très bien. En quoi ou comment est-ce que nommer et renommer un lieu peut être un élément de communication politique? Exactement comme je disais, nommer un lieu, c'est déjà de l'idéologie. Nommer un lieu, ça veut dire quoi? C'est choisir d'entre plusieurs noms, vous prenez un. J'ai envie de dire choisir délicatement. Ah oui, justement, ça veut dire, et choisir, ça veut dire exclure. Quand on sélectionne, on exclut d'autres. Et dans le fait même d'exclure, ça participe déjà de l'idéologie. On exclut certains pour en prendre un autre. Et l'idéologie entretient des rapports, on va dire, essentiels avec la communication politique. La communication politique, l'idéologie se sert de la communication politique comme canal pour faire passer les messages. Donc, l'acte dénommé, c'est éminemment de la communication politique. Je vous donne un exemple. Je prends deux cas comme ça, deux illustrations. On venait de passer la Pentecôte il n'y a pas longtemps et il y a un stade qui s'appelle les stades des martyrs de Pentecôte. Mais pendant longtemps, les mêmes là qui ont été pendus, on les a appelés dans ce pays les conjurés de Pentecôte. Les conjurés, ça veut dire que dans la logique de ce régime-là, ces gens étaient considérés comme des gens qui avaient conspiré contre la nation, contre le Congo, contre les Zaïre. Alors, aussitôt que le régime change, on les appelle les martyrs de la Pentecôte. Voilà, les mêmes faits, on porte le regard différemment et on les qualifie différemment selon qu'on se trouve ici ou là-bas. C'est éminemment de la communication politique. Je prends un autre cas à Kinshasa et c'est une avenue qui a changé plusieurs fois de nom. Donc, professeur, permettez-moi de dire, les nominations sont périodiques? Oui, dans le cas que j'analyse, parce qu'on les change tout le temps, parce qu'on va dire que dans notre société, on n'a pas encore une autorité toponymique qui peut donner de nom et puis qui réglemente et puis ça s'arrête. Non, ça bouge toujours. Et ce n'est pas le fait seulement du Congo, non, même à travers le monde. Voilà, dans mon livre, je commence déjà par Alexandrie, voilà, qui a changé, qui s'appelait Rakotis, qui a changé. Vous allez en Union soviétique, vous avez la ville comme Saint-Pétersbourg qui a changé de nom. Vous allez en Afrique du Sud, ça change au gré on va dire, de la grammaire sociologique du moment. C'est lui qui a le pouvoir, peut essayer de l'imaginer et donc de changer des noms des lieux comme il entend. C'est le cas justement de cette avenue qu'on appelle 24 novembre.
C'est l'une des avenues qui aura changé beaucoup plus, je vois le nom, qui a commencé par s'appeler Joséphine Charlotte. Et puis assez fugacement, s'est appelé Lumumba. Après, il s'est appelé Victime des rébellions. Après, c'était 24 novembre. Après 24 novembre, on l'a appelé furtivement aussi, l'avenue du 17 mai, à l'entrée de l'Abdel. Et puis, on l'a appelé Moulélé. Et puis, on l'appelait aujourd'hui Libération. Voilà. Mais chaque nom a derrière lui une histoire qui est souvent en contradiction avec les noms qu'il avait précédés. 24 novembre, c'est quoi? C'est le coup d'État. Donc, en 65, le maréchal fait son coup d'État, il renverse le pouvoir qui existait et les gens sont allés en rébellion. Et les gens là reviennent des années après, ils considèrent qu'ils ont libéré le Congo. Ils appellent ça la libération. Et pour remplacer 24 novembre, qui eux, ils considéraient en ce moment-là comme la date qui avait renversé les institutions légitimes à l'époque. Donc, autour de nous, il y a quelque chose, une idéologie, et l'idéologie, c'est éminemment la communication politique. Mais qu'est-ce qui est à la base d'une non-appropriation de la résistance au nouveau nom par les usagers de la langue? Alors, ce questionnement fait partie de mon prochain livre, qui va sortir bientôt, je l'espère aussi, et qui a pour titre Bokassa, Lumumba, Tombalbaye, pourquoi ne sont-ils jamais morts? Voilà. Pourquoi sont-ils... Intriguant. Ouais. Pourquoi sont-ils jamais morts? Bon, j'ai fait un jeu d'esprit, on va dire, en parlant de ces gens-là. Je parle pas des personnes qui sont pas morts parce qu'ils sont morts, mais c'est des noms. Lumumba, Bokassa, c'est des noms de Kinshasa. Et donc, à travers ce livre, j'analyse un peu les raisons et je peux les catégoriser globalement en trois. La première raison, c'est la méconnaissance ou l'ignorance. Il y a des gens, jeunes comme moins jeunes, qui ne sont pas au courant des changements des noms des lieux. Je vais peut-être vous surprendre. La grande place qu'on appelle Victoire, tout le monde l'appelle Victoire. Mais cette place a changé de nom, ça va faire 50 ans déjà. Le rond-point Gambela, cette place s'appelle depuis 71 avec le recours à l'authenticité, ça s'appelle la place des Martyrs. Le rond-point Gambela s'appelle la place du Sergent. Donc les gens ne sont pas au courant de ça. On ne peut pas considérer ça comme de la résistance. Ils sont pas au courant. Des moins vieux, des vieux comme des moins vieux, ne sont pas au courant et donc ça peut justifier qu'on n'appelle pas ces lieux-là par le nouveau nom parce qu'ils ne sont pas au courant de ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, à part la méconnaissance ou l'ignorance, c'est dans la résistance. Il y a quand même des gens qui résistent au nouveau nom pour, on va dire, globalement deux raisons. Il y en a qui font de la résistance, on va dire, idéologique, ils estiment que non, ça aurait pas dû être ce nom-là. Allez, pourquoi vous changez le camp Mobutu, pourquoi vous l'appelez camp Kabila? Il estime que c'est lui qui change, n'a pas la légitimité d'échanger, donc il décide de ne jamais appeler son nom. Volontairement. Voilà. Volontairement ou de manière aussi involontaire, on va le voir, c'est-à-dire la résistance, c'est pas nécessairement que c'est décidé. Dans les livres, j'explique aussi que la résistance, on n'en est toujours pas conscient qu'on est en train de refuser, mais on peut constater que de manière régulière, vous faites ça, sans peut-être y penser. Donc, il y a de la résistance justifiée par des raisons idéologiques, mais il y a de la résistance justifiée aussi par des raisons tout simplement historiques. Regardez par exemple, le stade Tata Raphaël, le stade de Kinshasa Tata Raphaël. Tata Raphaël, c'est un prêtre belge qui a participé à l'éducation des jeunes gens à Kinshasa, qui a construit ce stade avec l'apport des élèves qui a mené Koa du Sable, Kayas, ainsi de suite. Et donc, ces gens qui ont vécu avec Raphaël de la Quétule, ils ont une relation avec Raphaël de la Quétule. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas changer, appelé à l'époque, on appelait le stade du 20 mai. Ils disent qu'ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ont une relation avec ces gens. De la Quétule, il y a une avenue qui s'appelle Enseignement, qu'on a appelée de la Quétule. Je connais des gens, aujourd'hui, qui sont dans la septantaine, qui continuent à appeler cette avenue toujours l'avenue de la Quétule. Ils n'appellent pas Enseignement parce qu'ils ont une relation affective avec la personne. Ils ont été là. Ça, c'est la, donc, deuxième raison, ça, c'est de la résistance, on va dire quand même. Cette fois-ci affective, pas nécessairement idéologique.
Maintenant, il y a une troisième raison, c'est de la pertinence. Quand on parle, quand on communique, c'est pour se faire entendre, pour se faire comprendre. On ne parle pas pour faire genre. Ainsi donc, en parlant, on le fait peut-être pas de manière décidée. Mais lorsque je parle avec vous, lorsque nous parlons, on a toujours dans nos énoncés, il y a des énoncés à vocation métalinguistique. Ça veut dire pour faciliter le code, pour qu'on partage le même code. Quand je dis, vous voyez, ça, ce n'est pas la version électronique. C'est la version, comment dire, on explique le mot pas c'est-à-dire. Quand on dit c'est-à-dire, le bout c'est-à-dire a vocation dans la phrase d'expliquer ce que j'avais dit avant. Et donc, quand on parle, on se rend compte, je parle avec vous, si j'estime que, si je dis le nom Roi Baudouin pour désigner un quartier et que je me dis que vous n'allez pas comprendre ça, je fais court, je prends le nom que vous connaissez. C'est cela la pertinence. On parle pour se faire comprendre, pas pour faire genre. Et donc, dans la tête des gens, lorsqu'on parle, je me dis, ah, on a quand même déjà changé le nom de Tombalba et c'est devenu Rochero. Mais si je lui dis Rochero, est-ce qu'elle saura que c'est Rochero, c'est ça? Autant lui donner le nom qu'elle connaît déjà. Donc, les hommes fonctionnent dans les communications avec de la pertinence. Donc, les trois raisons font que, d'une manière voulue ou pas voulue, on se rencontre de plus en plus, on continue à utiliser les anciens noms au lieu de nouveaux noms, et ça fait parfois des années au point que les nouveaux noms n'ont pas beaucoup de chance de rentrer dans le vocabulaire visuel des gens, parce que pour ces trois raisons-là. Et la tendance à l'usage ex, par exemple, ex 24 novembre, est-ce un danger? Parce que on entend de nos jours sur les médias, on peut dire ex 24 sans avoir au préalable cité le nouveau nom. Exactement, c'est ce que je disais. C'est lui qui dit ex 24. Dans le premier entendement, quand on dit ex 24, on dit d'abord libération, ex 24. Et la locution ex 24, justement, a une fonction métalinguistique. Ça veut dire, je vous dis libération, mais je me dis que peut-être que vous ne connaissez pas libération, j'ajoute ex 24 pour faciliter le code. Comme ça, on se comprendra. Donc, je me dis que nous partageons 24 ensemble, nous ne partageons pas probablement libération. Et comme je suis sûr que nous partageons quand même 24, je dis alors libération ex 24. Mais le danger, c'est où? Le danger, c'est que de plus en plus, quand on dit ex 24, on le dit sans même avoir dit avant libération. C'est comme si le nom, l'avenue s'appelait désormais ex 24. Alors que c'est libération et le bout là, c'est pour faciliter la communication. Le danger, c'est que le bout qu'on utilisait avec fonction métalinguistique a remplacé carrément le nom de l'avenue. Et donc, c'est un danger. C'est un danger parce que les gens ne sauront même plus le nom de l'avenue. Voilà. C'est quand même un danger parce que le nom, quand on donne un nom, le nom a deux fonctions. Ça veut dire identifier un lieu. Ça s'appelle comme ça. Mais c'est aussi pour qu'on le donne facilement la fonction idéologique. C'est pour passer un message. Quand on dit libération pour le régime qui a donné libération, c'est pour dire désormais, on a mis fin à ces 30 ans d'un pouvoir illégitime. On est revenu à la normale. Donc, au-delà d'identifier l'avenue par libération, il y a toute une histoire qu'on veut passer et qu'on veut que les usagers de la langue retiennent ça. Et en utilisant de plus en plus ex, donc on perdra probablement l'ancien et le nouveau nom et on s'en tiendra comme ça. Voilà. Donc c'est quand même un danger. Pour celui qui donne le nom et qui attend qu'en retour, les gens utilisent ce nom-là, c'est quand même un danger. Selon vos dires, les nœuds du problème ou la clé du problème est donc le codage ou les décodages du message? Non, j'ai dit le décodage, non, pas le décodage. Le problème, c'est que, oui, si on peut considérer que dans les interlocuteurs, quand on parle, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Parce que le but est de se faire comprendre. Ah, voilà. Le but est de se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, on doit partager le même code. Si on ne partage pas le même code, il n'y a pas de communication. Et donc, dans ce que je disais, la théorie de la pertinence, on considère
qu'il faut faciliter à la personne à qui je parle, il faut lui faciliter qu'il me comprenne. Et donc, il faut lui trouver le code qu'on peut partager ensemble, au lieu de lui trouver un code qu'il ne comprend pas. Si vous donnez des codes que les gens ne comprennent pas, votre communication, vous la rendez moins pertinente. Pourtant, on veut se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, il faut utiliser le code partagé et par vous et par votre interlocuteur. Sinon, vous passez à côté. Et en se disant, probablement le nouveau nom n'est pas connu de mon interlocuteur, je vais utiliser le nom, l'ancien, que je suppose connu et de lui et de moi. Alors, mais il faut quand même m'aider pour qu'il apprenne aussi que quelque chose a changé. C'est ça le sens de ex-libération. Ex, c'est pour te dire, libération dont je viens de te parler. C'est ce qu'on appelait avant 24 novembre. Donc, désormais, tu apprendras aussi quand même que chaque fois que tu entendras libération, ça veut dire ex-24 novembre. Mais, tel que ça fonctionne, ex s'est installé dans la durée au point que le nouveau nom n'a même plus de chance d'être reconnu parce qu'il n'est même plus utilisé. Voilà. Dans la logique de cette idée, c'est pourquoi les médias qui sont censés servir de passage de flambeau entre l'ancien et le nouveau nom et faciliter la vulgarisation du second ne les font pas. Je dis les médias, c'est parmi les 3 raisons que j'évoquais tantôt, mais je crois avec un accent assez particulier sur la méconnaissance et la pertinence, parce que j'ai dit qu'il y a 3 raisons qui justifient le fait que la non-appropriation de noms, c'est l'ignorance. Il y a des gens qui ne savent pas que tel nom avait déjà changé, il est devenu ceci. Donc, parce que autour des noms aussi, quand on change, comme il n'y a pas cette autorité toponymique, même les changements de noms ne sont pas accompagnés d'une campagne de vulgarisation. Donc, il y a des gens dans la ville qui ne savent probablement pas que tel nom a déjà changé. Donc, il y a la méconnaissance ou l'ignorance. La deuxième raison, je disais que c'était la résistance. Je ne crois pas que ça soit la résistance dans le cas des médias. Les cas des médias, ça doit être essentiellement soit la méconnaissance, ou là un peu les moins vieux, ou alors surtout la pertinence. Et en voulant être pertinent et de faire passer le message, le journaliste ne va pas s'encombrer pour aller outre mesure. Il va prendre le chemin le plus court qu'il estime que les gens connaissent déjà au lieu de s'encombrer des choses dont il est plus ou moins sûr que l'auditeur ne comprendra pas ou le téléspectateur ou le lecteur ne comprendra pas. À tous ceux que nous trouvons en chemin, vous suivez Encre et Plume, magazine à thématique littéraire et scientifique, qui reçoit le professeur Claude Moukeba, son livre nommé et renommé les lieux et d'actualité. Nous continuons avec cette question de plus. Est-ce la nature d'un lieu détermine son appropriation? Tel est le cas des stades jadis, martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël. Alors, déterminer, c'est peut-être un peu plus fort, mais je crois que ça influence quand même. Ça influence quand même. Ainsi donc, par exemple, les noms des lieux comme les stades, comme vous dites, ont un peu plus de chances de rentrer dans le vocabulaire usuel de la majorité, un peu plus de chances que des noms des rues d'un quartier assez reculé ou qui ne sont fréquentés que par les gens qui habitent là-bas. Un stade a la chance d'être fréquenté par beaucoup de monde et plusieurs fois. Et à ces occasions aussi, il y a aussi un discours médiatique qui accompagne tout ça. Et donc, plus on vous dira quand même c'est le stade des martyrs, vous entendrez ça plusieurs fois, ça a un peu plus de chances, le nom a un peu plus de chances de rentrer vraiment dans le vocabulaire de tous les jours que une ruelle qui s'appellerait, je ne sais pas, Moukeba, dans un quartier reculé de la ville. Donc, la nature du lieu, je crois que s'il détermine pas, mais il influence quand même l'appropriation du nom. À la 88e page, vous avez écrit, j'ai lu,
Les actes de rétoponymisation les plus emblématiques restent sans nul doute ceux de Konzo Ikulu en Mont Stanley, Kunda Ndiampunda en Stanley Pool, de Ntabo en Léo Ier, de Nchassa en Léo II, mais des fusions de Ntabo et de Nchassa en Léopoldville. En quoi sont-ils les plus emblématiques? Pour ceux qui n'ont pas lu, le siècle, je l'ai séquencé en 30 ans, là, que j'appelle les tendances, qui vont avec la chronologie, mais avec aussi une idéologie prégnante. Donc, le premier moment, c'est ce que j'appelle la tendance à l'européanisation, qui commence dès l'arrivée de Stanley jusqu'avant l'accession du pays à l'indépendance. Et voilà. Et donc, je considère que même un peu après, on va dire vers 66, 60, 71, avec la nationalisation et le recours à l'authenticité. Dans cette période-là, le colon qui arrive, il a tendance à changer les noms trouvés des autochtones en des noms issus de la culture européenne. Et donc, il y a eu quelques changements pendant ce temps-là. C'est pourquoi je les appelle les plus emblématiques de cette période-là. Il y a eu des choses qui ont changé, des noms qui ont changé dans cette période-là, mais ceux-là, ce sont les plus emblématiques. Départ déjà la symbolique qu'ils portent. Par exemple, quand vous évoquez Konzo Ikulu, on l'appelle, il y en a qui appellent Konzo Ikulu, d'autres littératures on parle de Konzo Kulu. C'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui le Mongaliema. Okay. C'est le Mongaliema qui s'appelait comme ça. Et à l'arrivée de Stanley, il a été dénommé Mont Stanley. Voilà. Il a été dénommé Mont Stanley. À l'arrivée de Stanley aussi, avec tous les colons belges qui sont arrivés après, il y a deux noms emblématiques. Au début de Kinshasa, il y a deux noms autochtones. C'était Nchassa et Ntambo. Nchassa, c'était deux villages, donc un village Ntambo vers le début de la ville, là-bas, vers Kintambo, vers Chalimetal, par là. Et Nchassa, c'était un autre village vers l'autre bout, un peu vers Ngobila, Beach Ngobila, vers la gare centrale, ainsi par là. Et donc, voici deux noms, Nchassa et Ntambo, qui finalement, avec les quelques glissements, on va dire phonétiques, les noms ont été transformés en Kinshasa et en Kintambo. Donc, je dis que ces changements-là, je les appelle emblématiques parce que ce sont des changements qui ont caractérisé cette période-là, que j'appelle la tendance à l'européanisation. Après, la deuxième tendance, c'est celle que j'appelle la tendance à la congolisation. On commence à changer tous les noms des Blancs, on les remplace par les noms des Congolais avec le mouvement de la congolisation et le recours à l'authenticité. Et la troisième séquence que j'appelle la tendance à la cosmopolitisation, ça veut dire que ça vient avec la conférence nationale souveraine, avec l'arrivée de l'AFDEL. On dit, il faut ouvrir les toponymes à tous les courants qui ont traversé l'histoire du Congo. Que ce soit les noms des Belges, que ce soit les noms des Français, que ce soit les noms, on peut les accepter et les donner à des lieux, à ce qui était prohibé à l'occasion du recours à l'authenticité. C'est plus clair. Voilà. Professeur, vous êtes de la vieille école? La vieille, je sais pas, ça dépend. Qu'est-ce que vous mettez dans... D'époque de Zaïre. Ah oui, bien entendu, moi, je suis né à l'époque du Zaïre. Ouais. Alors, pour avoir vécu la période zaïroise, êtes-vous d'avis, selon son initiateur et ses défenseurs, ou les retours à l'authenticité que prenait cette république a ou avait son rôle essentiel à jouer dans la construction de la conscience historique et l'identité nationale? Alors, pas seulement ça, mais en lisant pour arriver à écrire ce livre, je suis arrivé à lire des choses même avant le recours à l'authenticité, même après le recours à l'authenticité. Quand on analyse l'histoire, j'ai l'impression que l'histoire, c'est un mouvement de va-et-vient, Je vais vous dire, la documentation que j'ai lue en 81, c'était quelques années après le recours à l'authenticité, il y a eu un colloque des écrivains encelés
Et dans le rapport final de ce colloque, par exemple, on félicitait le nouveau régime, donc à l'époque représenté par le maréchal Mobutu, justement dans la politique du recours à l'authenticité, et on l'encourageait à continuer davantage pour évacuer tous les noms des anciens, enfin des colons, ainsi de suite. Mais à la conférence nationale souveraine, je vois trop madame, entre 81 et conférence nationale souveraine, c'est au début des années 90, nous sommes en 91, 92, quelques 9 ans, 10 ans après, on retrouve une autre tendance tout à fait contraire à ce qui était dit en 81, probablement avec les mêmes auteurs, ceux qui étaient encelés, qui avaient dit que c'était bien le recours à l'authenticité, voilà. Mais quand on revient à la conférence nationale souveraine et qu'on fait la lecture de l'histoire du Congo, majoritairement, les conférenciers étaient contre le recours à l'authenticité. Ils ont dit que c'était, bon, bien entendu, ils disent que c'était quand même dévoyé, ce n'était pas, le recours à l'authenticité avait été dénué de tout fondement, on l'avait récupéré pour d'autres préoccupations politiciennes, ce qui se tient, qui se justifie aussi. Mais de manière globale, quand vous analysez, la tendance, c'est qu'on est contre le recours à l'authenticité, alors que 10 ans avant, avec les mêmes acteurs, ils étaient en train d'encenser quand même le recours à l'authenticité. Plus on avance, vous allez observer même aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Quand je vois le débat, par exemple, sur la Constitution, les gouverneurs, j'ai vu un débat sur les gouverneurs, comment on appelle ça, non originaires. C'est un débat qui a déjà eu lieu. Les assemblées provinciales, est-ce qu'il faut les avoir, il faut les évacuer? C'est un débat qui a déjà eu lieu. On les a même évacués, mais quand même on est revenu. Donc l'histoire c'est comme ça, un jeu de va-et-vient, et donc on ne sait pas jeter le recours à l'authenticité comme un bébé avec l'eau du bébé. Il y a toujours des choses qui ont été correctes, qu'on aurait pu prendre, comme il y a toujours des choses qui ont été correctes dans la lecture de ceux qui sont venus après. L'essentiel de trouver dans tout qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui participe de l'évolution des communautés ou des sociétés, je crois. Vous avez répondu comme un scientifique que vous êtes. Ah bon, j'espère. La Troisième République étant fortement critiquée, le moteur du développement intégral, l'authenticité a été transvestie en opium du peuple pour assouvir les intérêts égoïstes de la classe dirigeante. À la suite, plusieurs recommandations ont été faites par la Commission nationale de suivi. Malheureusement, ces différentes résolutions et bien d'autres qui devraient être rendues effectives par le gouvernement issu de ces forums nationaux n'ont jamais connu un début d'exécution, s'étant terminé en queue de poisson. Pourquoi donc? Oui, mais pour l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui la connaissent peut-être pas, c'est que la conférence nationale souveraine, c'était un grand moment. Les gens ont cru que le pays allait se changer beaucoup. Et donc les gens, on a vécu pendant 2 ans comme ça en considérant que c'est la panacée pour que tout change, c'est la conférence nationale. C'était l'espoir de toute une nation. Ah oui, on a cru. Mais les résolutions qui ont été prises, et des très bonnes d'ailleurs. Mais la conférence s'est terminée comme elle s'est terminée. La conférence s'est terminée sans qu'on ait clôturé, alors qu'on attendait les rapports des 2 commissions, je crois la commission des biens mal acquis et commission d'assassinat. La conférence s'est terminée de manière brusque. Et donc, toutes les résolutions qui devaient être prises en charge par le gouvernement qui allait sortir de la conférence nationale souveraine, vous comprenez bien que ça s'est arrêté, et on va dire, comme on dit, un peu comme un eau de boudin, parce qu'on ne savait pas avancer. Ça s'est arrêté comme ça s'est arrêté. Voilà. Et donc, il n'y avait pas moyen de mettre en exécution toutes les résolutions qui avaient été prises à la conférence nationale souveraine. Vous aurez souhaité que les décisions prises soient mises en exécution, vous personnellement? Bien entendu, et aujourd'hui, on revient de temps en temps sur ces résolutions-là. Et voilà. Et même quand l'AFDEL arrive après, pour ce qui nous concerne, la toponymie, quand l'AFDEL arrive quelques années après, le travail de la commission que j'évoque dans mon livre, la commission mise en place par le gouverneur, mais elle reprend pratiquement presque tout qui avait été des résolutions en ce qui concerne la toponymie par exemple.
et reprend les résolutions de la conférence nationale souveraine, notamment cette histoire du livre ouvert. Il faut que ça soit un livre ouvert. Ça veut dire il faut laisser, à travers la toponymie de Kinshasa, que Kinshasa peut raconter l'histoire du Congo depuis les débuts. Donc, on peut trouver à travers les noms des avenues et des lieux de Kinshasa, des noms des Belges qui ont fait quelque chose ici, les noms des Congolais, en termes de nationalité, mais le livre ouvert aussi en termes de domaine, qu'on trouve aussi des noms des footballeurs, parce que généralement les noms, c'est souvent pris dans le domaine politique, qu'on trouve des noms des jeux de football, qu'on trouve des noms. Voilà, c'est ça le sens du livre ouvert qui avait déjà été annoncé à la conférence nationale souveraine et donc l'idée qui a été reprise par la commission mise en place par le gouverneur de province à l'époque, c'était Théophile Mbemba, voilà. Vous avez devancé ma question, j'allais justement vous dire, sous les règnes de Kabila le père, l'un des soucis était de faire de la ville de Kinshasa un livre ouvert. Et selon vos dires, on se rend compte que c'est pas le cas. Non, pas du tout. C'était déjà dit à la conférence nationale souveraine. C'est ce que j'appelle la tendance à la cosmopolitisation des noms des lieux. Ça veut dire, il faut que les noms de la ville représentent toute l'histoire du Congo. Et donc, s'il y a des Belges, des Français, des Américains, des Congolais qui ont participé à construire cette histoire, il faut qu'on retrouve tous ces gens-là à travers la toponymie de Kinshasa. C'est ce que je l'appelle la cosmopolitisation, la tendance à l'ouverture à tous les courants possibles, au lieu d'en refuser une tendance et d'en garder seulement une seule. C'est ça un peu la différence entre la tendance de la congolisation et la tendance à la cosmopolitisation. Voilà. Professeur Ancre Plume vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir donné cet espace pour parler encore de ce livre. Et où trouver cette œuvre et à combien? Alors, le livre, on va dire, on peut l'acheter sur les plateformes parce qu'il est édité par l'Harmattan. On peut l'acheter en ligne. Ici, moi-même, j'avais un lot, le 3e lot, mais que je vais commander un 4e. Il m'en reste quelques exemplaires. Voilà, généralement, ce que les gens, par mois, ils peuvent l'avoir. Parce qu'au niveau de la représentation comment on appelle ça, à l'Harmattan ici, il n'y a pas du tout, donc c'est par mois, ou alors à acheter directement sur les plateformes de l'Harmattan en ligne. À combien? Bon, moi je le vends à $40. C'est pas assez, hein, pour voilà. Selon vous. Bon, la science a un prix. Par exemple, il faut se démarcher, il faut aller lire, tout ça, ça demande quand même, c'est un peu de travail. Mais comme je vous dis, je reviendrai peut-être vers vous. Le tout prochain, il est presque en train d'être terminé et c'est la suite logique de celui-ci parce que vous aurez remarqué que je n'aborde pas des questions de la non-appropriation, mais c'est plutôt l'histoire. Et la question de la non-appropriation, je l'aborde dans ce livre que j'appelle Mobutu, Bokassa et Tombalba. Et pourquoi ne sont-ils jamais morts? Voilà. Ancre et Plume avec Katia Dovel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Ancre et Plume sur B1FM. Très bien, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Ancre et Plume. Suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux, Ancre et Plume, Facebook, TikTok, Instagram et sur notre chaîne YouTube. Ancre et Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de votre réelle attention. À la prochaine. Ancre et Plume avec Cathy Devel. Ancre et Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Ancre et Plume.